Alors, eh ben, bien le bonjour. Ce matin, on va tranquillement se regarder yet un nouveau petit documentaire Arte, de leur série Les idées larges, qui porte le titre de «Et si on travaillait tous gratuitement?» Alors je suis, un peu obsédé a priori par le la notion de travail, seulement la notion. En ce moment, hier, on a regardé le documentaire, qui questionne, la nécessité de travailler, on va dire un peu tout court, ou qu'est-ce qu'est le travail plutôt? Et aujourd'hui donc du coup, et si on travaillait tous gratuitement? Donc je pense que les 2 sont liés, il y a de fortes chances. Donc je suis curieux, d'aller découvrir le pays des Schtroumpfs vu par Arte. Donc on va agrandir le petit lecteur de la vidéo. Voilà, encore un peu, hop là. Très bien. Et puis voilà, on va se mettre un grand écran et on va regarder ça tout de suite. Installez-vous bien, prenez votre petit café avec moi et on y va. Comme tous les journalistes, j'ai commencé par faire des stages gratuits dans des Bon, bah, rédactions tout qui de tournaient sur suite, 50%. j'invite les gens, que ce soit là dans le chat, s'il y a des gens qui arrivent, ou sur la rediff, à observer le comportement de cet ordinateur qui se déplace, du verre d'eau qui a tendance à changer, du fait qu'elle regarde son ordi quand elle finit, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et des fois, des changements de pièces. Je suis très fan de la mise en scène de ce documentaire. De stagiaires et je trouvais ça complètement normal jusqu'à ce que je découvre la notion de travail gratuit. C'était dans un livre qui s'appelle Travail gratuit, la nouvelle exploitation Du coup, de Maud Simonet. Alors Maud Simonet, c'est une sociologue du travail, directrice de recherche au CNRS et qui s'est spécialisée sur le bénévolat. Et depuis la lecture de ce livre, je vois du travail gratuit partout. Le stagiaire, le bénévole au Resto du Cœur, le blogueur, travaillent tous sans alors, si tu travailles dans la télévision et que tu voyais pas le travail gratuit jusque-là, être payé. On pourrait même se demander si moi, quand je passe mes produits devant la caisse automatique du supermarché, est-ce que je fais pas gratuitement le travail d'une caissière? j'avoue. Quand je passe 3 heures à monter un meuble Ikea, est-ce que c'est pas aussi du travail gratuit? Est-ce Et puis alors maintenant c'est les caisses automatiques, c'est même plus le tapis roulant, c'est carrément, faut tout faire, faut tout faire. C'est insupportable. qu'on peut vraiment mettre toutes ces activités dans le même Je suis sac sous rebelle là ce prétexte qu'elles ne matin. sont pas rémunérées? Est-ce qu'on travaille tous et toutes gratuitement? Quoi? Révélation? Révélation? Damn, les idées larges. Alors, ce qui est compliqué avec cette notion de travail gratuit, c'est de définir le terme travail. Qu'est-ce qui fait que quelque Ah, chose est considéré comme du travail? C'est pas le fait d'être payé, puisque par exemple on parle de travail bénévole. Et c'est Marianne Dujarier qui parle de ça très bien. C'est aussi une sociologue du travail. Ce qu'elle explique, c'est qu'aucune activité n'est en soi du travail. On peut lire, faire à manger, faire le ménage, faire l'amour, et selon la situation, ce sera du travail ou ce sera quelque chose qu'on fait pour soi. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il faut se résoudre à une position nominaliste. Est travail ce que l'institution reconnaît comme un travail, et c'est tout l'objet des luttes sociales que de faire reconnaître une activité comme du travail. La ouais. notion de travail gratuit a émergé dans le contexte des luttes féministes des années 70. Maud Simonet l'emploie pour désigner Tu toutes les rajoutes un i après le m. Tu rajoutes juste un i entre le m et le l. Pardon, formes de pardon. travail non reconnues comme telles, exercées en dehors. Mais quand même, Maud imagine. Simonet l'emploie pour désigner toutes les formes de travail non reconnues Ça comme savais pas moi. telles, exercées en dehors du droit du travail et avec peu ou pas de compensation monétaire et de droits sociaux. Pour elle, le travail gratuit n'est pas simplement un travail non rémunéré, mais un déni de travail. La notion de travail gratuit, elle est vraiment née en fait autour de l'analyse du travail domestique. Et c'est un concept qui est en même temps scientifique et politique, qui est forgé donc par les féministes. Il y a une belle phrase de Daniel Kergoat qui dit « À un moment donné, il devient collectivement évident qu'il y a une masse de travail qui est assumée par les femmes, gratuitement, sans aucune rémunération, pour les autres, au nom de l'amour, la maternité, la famille, Ouais. etc. J'ai réalisé à quel point, en fait, toutes les réflexions, les Ça pour le coup, je veux dire, je pense qu'il y a des éléments qui font plus débat que d'autres, mais que le travail domestique soit pas du travail, c'est vrai que d'une certaine manière, ça paraît un peu fou, quoi. Parce que, être, homme ou femme de ménage, c'est du travail, tu vois? Enfin, qu'en fait, tout ce que tu peux faire de manière domestique est professionnalisé quelque part tant que tu le fais pour quelqu'un d'autre. Aller plier du linge, laver un appartement, et cetera, s'occuper des enfants. Parce que tout ça, c'est du boulot quand tu le fais pour d'autres. Et genre, soi-disant, quand tu le ferais à la maison, ça en serait pas. Alors qu'en réalité, bah, ça permet à l'autre conjoint, d'aller, travailler en entreprise. Ça permet d'éduquer les enfants, ça permet de, enfin, en fait, ça participe en réalité très activement au fonctionnement de la société.
Ah, il n'aime pas quand je reclique sur play, là. Oh, waouh. Débats, Il se réveille aussi, les Internet, là. controverses entre les féministes autour du travail domestique comme forme de travail gratuit, c'était vraiment une matrice théorique pour penser toutes les formes de travail gratuit. À l'époque, les féministes luttent pour la reconnaissance du travail domestique et pour contester leur assignation à la sphère du foyer. Certaines revendiquent le droit à un salaire ménager pour contester l'idée d'une vocation naturelle à remplir les tâches ménagères. Nous Elle est faisons sur la son grève ordinateur. du travail. En fait, j'ai remarqué, j'ai compris, hein. Dès qu'il y a une vidéo, dès qu'il y a un truc, elle est sur son ordi. Ça donne un peu cette impression qu'elle gère la régie depuis son ordinateur portable. J'aime bien, c'est rigolo, c'est mignon, c'est rigolo comme mise en scène. Je suis complètement obsédé par cette mise en scène, je sais pas pourquoi, hein, désolé. Parce qu'il est réservé aux femmes, qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu et qu'il est obligatoire. Une des questions qui se pose est de savoir ce qui compte comme du travail domestique. Une réponse possible est de dire que c'est toute activité qui peut être sous-traitée. Plutôt que de me faire à manger, je peux aller au restaurant. Plutôt que de faire le ménage chez moi, je peux payer un homme de ménage. Plutôt que de m'occuper de mes enfants, je peux payer une crèche. Mais quand c'est moi qui m'occupe de mes enfants, bah voilà, c'est ce on que va j'ai dit juste considérer avant. que c'est mon rôle naturel de On est mère. toujours et que d'accord c'est avec juste de Arte. l'amour maternel. Les féministes débattent aussi entre elles pour savoir qui exploite ce travail domestique, qui en tire bénéfice. On a deux approches Les hommes. à Les ce hommes. moment-là, qui sont d'un côté un féminisme marxiste qui va plutôt s'inscrire, comme je le disais là, dans la suite des travaux de Marx et le compléter autour de la question de la reproduction de la force de travail, et qui vont dire en fait, le capitalisme pour fonctionner et pour que l'ouvrier le matin soit prêt et aille travailler et faire son travail dans l'usine, eh ben, le capitalisme a mis en place, à côté de l'usine, une usine invisible qui repose finalement sur la maison, dans laquelle il a assigné les femmes pour produire et reproduire la force de travail. Alors évidemment, c'est laver les habits de l'ouvrier, c'est lui faire l'amour, c'est faire des enfants pour qu'il y ait finalement une force de travail dans les générations futures, c'est faire à manger, c'est voilà, prendre soin. Donc tout ce travail en fait de reproduction de la force de travail, le capitalisme va progressivement l'assigner aux femmes. Et puis on a d'autres féministes qui vont se revendiquer plutôt du courant matérialisme radical, comme Christine Delphi par exemple en France, qui vont dire l'exploitation spécifique du travail domestique, c'est un autre mode de production, c'est une autre forme d'exploitation, et qui fonctionne autrement, qui fonctionne finalement sur l'appropriation par les hommes, par la classe des hommes du travail domestique. Que ce Qui soit le exploite le capitalisme travail gratuit. ou le patriarcat qui en bénéficie, le travail domestique tel qu'il a été analysé par les féministes a permis de repenser cette notion marxiste d'exploitation. Les féministes qui ont travaillé sur le travail domestique, finalement, quel que soit leur positionnement théorique, nous invitent à nous décentrer de ça en nous disant les ressorts de l'exploitation, ils se situent aussi bien en dehors du marché, jusque, comme disaient Federici et Cox, dans nos cuisines et dans nos chambres à coucher. Donc il faut penser aussi d'autres formes d'exploitation qui vont chercher dans nos espaces intimes, dans nos espaces privés, dans l'invisible, dans ce à quoi on accorde de la valeur. C'est là où, pour moi, on ouvre finalement toute une représentation de l'exploitation au nom de valeur. On dit rarement que quelque chose est du travail gratuit. Pour une mère au foyer, on va dire c'est de l'amour maternel. Pour un blogueur qui écrit une critique de film, on va dire c'est sa passion du cinéma. Ouais. Pour un bénévole dans une ONG, on dira que c'est un Tout à élan de fait. solidarité. Donc tout ce au nom d'eux. Elle est qui retournée fait- sur son ordinateur alors qu'elle n'a pas lancé. Elle n'a pas lancé un extrait. Ça remet en question toute ma théorie et ça redevient mon obsession initiale. Beaucoup plus fun, l'idée qu'elle retourne sans aucune raison sur son ordinateur portable. que je me mobilise pour ce travail-là, c'est ce qui fait aussi qu'il n'est pas reconnu comme travail, parce qu'en fait, je suis reconnue comme autre chose. Je suis reconnue comme une bonne mère par mon travail domestique. Je suis reconnue comme un bon citoyen par mon engagement bénévole. Quand Maud Simonet parle de travail gratuit, ça dérange. Quand on s'engage pour une cause militante ou dans l'humanitaire, on n'a pas envie de s'entendre dire qu'on est en train de se faire exploiter. Et d'ailleurs, on peut vouloir ne pas être payé, on peut être attaché à la dimension non monétaire du geste pour préserver son caractère désintéressé. Donc la question, c'est comment faire pour ne pas nier la sincérité et la noblesse des valeurs qui animent aussi bien la mère au foyer que le bénévole. Mais c'est justement ça pour moi, l'analyse de l'exploitation que nous ont légué les féministes et qui nous fait faire un pas de côté par rapport aux représentations classiques de l'exploitation. C'est d'accepter de tenir ensemble cette question des valeurs, je joue un peu avec les mots, mais des valeurs et de la valeur des économistes avec un grand V, et de comprendre que finalement cette forme d'exploitation, elle s'opère parce que il y a finalement ces valeurs-là. Donc c'est très compliqué. Oui, ça c'est un peu le malheur. D'abord, ça sous-entend automatiquement que l'argent dévalorise, que l'argent salit. Bon, c'est un truc qui peut être discutable.
Mais en effet, malheureusement, on voit que c'est les métiers à vocation, les métiers un peu à tendance humaniste, qui se font souvent rouler dessus. On voit le secteur médical et l'état déplorable dans lequel il peut être. Et malheureusement, on sent bien qu'on compte sur le fait que les infirmiers et les infirmières sont passionnés par leur métier, ont un rapport avec les patients, etc., ne veulent pas les laisser tomber. Et ça rend d'autant plus compliqué leur capacité à se révolter, à faire grève, tout simplement. Et c'est des choses qu'on va retrouver ailleurs, chez les travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, etc., etc. Et malheureusement, le ressort de la vocation, et c'est utilisé après, même dans des secteurs privés plus larges, etc. Moi, je le vois même en travaillant dans le cinéma, et quel que soit le métier, finalement, dans la technique, mais ça va, c'est normal, en fait, de travailler gratuitement au début. Bon, pourquoi pas, pour commencer, mais après, d'accepter un nombre d'heures de travail incalculable, une charge de travail pas possible, sous prétexte que c'est un milieu de passion, t'es passionné quand même, t'es ceci, t'es cela. C'est des choses qu'on retrouve souvent, je pense, soit dans un discours qui est vraiment à l'échelle sociétale, donc c'est ce qu'elle décrit là, hein, finalement, ou des fois même simplement à l'échelle de ton supérieur, du chef ou du chef de l'entreprise, qui va, sous prétexte qu'on est dans un milieu à vocation. La restauration fonctionne de la même manière. On va dire, t'es passionné de faire de la bouffe, ça va, tu peux bien sacrifier ta vie, du coup. C'est un discours qui revient souvent. Et après, au-delà de ça, sociétalement, quand voilà, on parle de la vocation soit dite naturelle, bah oui, la mère serait censée faire tout ça, donc c'est pas du boulot. Ou alors le blogueur, ou que sais-je, le créateur de contenu, la personne passionnée, vu qu'elle adore ce qu'elle fait, qu'elle est passionnée, bon, on va dire que c'est pas du travail. C'est une folie aussi. Mais c'est souvent aussi, tant que ça produit pas d'argent, tant que ça produit pas d'argent, et tant que ça produit pas encore une reconnaissance un peu large, c'est là souvent, hein, que c'est dévalorisé, que c'est pas compté comme du travail. Le jour où ça commence à rapporter de la thune d'une manière ou d'une autre quelque part, les gens vont réappliquer et vont changer d'avis. Et sans prendre du tout en considération que tout le boulot en amont était nécessaire, en fait, à cette production finale qui ne devrait pas nécessairement être nécessaire, pour répéter le mot. Compliqué parce que ça veut dire qu'on n'y échappe pas et ça veut dire qu'effectivement, pour les sociologues, par exemple, pour quelqu'un comme moi, il faut être capable de penser les deux en même temps, c'est-à-dire effectivement l'engageant, sincère, on va dire, ces valeurs, c'est tout ce qui fait ce qu'on est, et en même temps, elles sont aujourd'hui le ressort de formes d'exploitation. C'est ça l'enjeu en fait. Sans nier la valeur et la sincérité d'un élan solidaire, il faut poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'approprie ce travail ? Maud Simonet a notamment suivi la mobilisation des couturières bénévoles qui ont cousu Ah, elle a des changé. millions de masques anti-Covid. Elle a changé de lieu. Voilà, j'avais dit, il faut être vigilant sur ce qu'elle fait avec son ordinateur. Donc là, oh là, on a carrément. Suivi la mobilisation des couturières bénévoles. J'adore. Maintenant, elle est sur le canapé avec une petite tasse, une petite tasse en porcelaine, posée de manière extrêmement risquée sur le rebord de ce canapé. Qui ont cousu des millions de masques anti-Covid La mise et en qui ont scène est dénoncé incroyable. l'industrialisation de leur élan de solidarité. Il y a une énorme masse de solidarité, en fait, de plein de gens un peu partout en France, en Belgique, plein de femmes surtout, qui se sont mis à coudre des masques au départ pour leur entourage, puis pour répondre à la demande des hôpitaux. On était quand même en pleine pénurie des masques, il faut s'en souvenir. Et qui ont dit à un moment donné, stop, en fait, nous, on l'a fait au début pendant des semaines, des journées entières. Ça nous semblait normal de s'engager, de participer, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Finalement, les pouvoirs publics s'appuient sur nous. Il y a des départements entiers, des régions entières, des municipalités entières qui s'appuient finalement sur le travail gratuit des couturières pour fournir les masques à toutes les populations, pendant que nous, à côté de ça, on ne peut plus vivre de notre travail. Donc là, la réaction, à un moment donné, c'est de dire cette appropriation de mon travail vient finalement contre les valeurs que moi j'y avais mis. Donc en fait, il y a une guerre entre les valeurs qui font que moi, je suis prête à travailler gratuitement, et puis la manière dont mon travail gratuit est approprié par autrui, que ce soit l'État, les entreprises. Donc l'appropriation... Oui, parce que si ton travail gratuit est fait dans le cadre d'une association qui elle-même est à but non lucratif, on va dire s'insère un peu dans ce système-là, c'est largement différent de travailler gratuitement, finalement au profit d'institutions qui vont en tirer un bénéfice direct ou indirect, et finalement capitaliser dessus, que ce soit sur la production, que ce soit même sur même la symbolique, l'image, hein, d'avoir... bref. Donc c'est... Du travail gratuit a initialement J'ai décidé de ne pas finir cette phrase de manière très éloquente. été pensé C'est le matin autour de la encore. question du travail domestique, mais en fait cette question reste complètement d'actualité pour les femmes. Son verre est vide. Parce que Hein. même s'il y a beaucoup plus de femmes actives aujourd'hui que dans les années 70, elles continuent de prendre en charge la majeure partie des tâches ménagères, et même sur le marché du travail, on retrouve cette même assignation aux tâches de soins peu valorisées.
Les étudiants de l'UQAM Et elle passe immédiatement sur le canapé avec la petite tasse en porcelaine. ont récemment voté pour 3 jours de grève parce qu'ils veulent que le gouvernement légifère pour que tous les stages soient rémunérés. Ce qu'ont très bien montré les stagiaires en grève là, au Québec il y a quelques années, qui ont dit la grève des stages est une grève des femmes, elles ont montré comment finalement les stages, quand on est dans des secteurs dits féminins, l'hôpital, l'éducation, la culture, la santé, etc., on ne rémunère pas les stagiaires. Quand on est dans des secteurs plutôt masculins, type ingénieur, etc., la question ne se pose même pas, on rémunère. Et en fait, on retrouve finalement sur le travail gratuit les assignations qu'on retrouve sur le travail rémunéré, c'est-à-dire la division du travail classique, les valeurs qui sont mobilisées finalement pour mettre au travail gratuitement, elles fonctionnent beaucoup sur des valeurs identifiées comme féminines. Mais l'enjeu pour moi, il déborde tout ça, parce que c'est vraiment de dire qu'on a une forme Ok, je savais pas par contre que enfin, je sais que certains métiers sont assignés mais le médical. Enfin, je sais qu'on pense plus généralement à des infirmières qu'à des infirmiers. Le médical de manière large. Après, il n'y a peut-être pas de stage pour être médecin, tu me diras. Donc c'est peut-être à ça qu'elle pense. Mais l'enseignement, je l'assignais pas instinctivement, je l'assignais pas ça au féminin non plus. Ça mériterait d'être creusé cette partie-là. exploitation féminine qui va concerner tout le monde. Cette idée d'exploitation féminin, c'est donc deux choses. C'est l'exploitation du travail domestique qui permet de penser d'autres formes de travail gratuit, avec les mêmes mécanismes de déni du travail au nom d'autres valeurs. Mais c'est aussi ce qu'elle appelle la féminisation de l'exploitation, c'est-à-dire que ce qui était plutôt réservé à des secteurs féminins se généralise et touche de plus en plus d'hommes. Là où c'est intéressant, Voilà, c'est les travaux sur le digital. mais il lui arrive. Oh là, elle a fait un freeze sur une expression, ma foi, extrêmement menaçante. Féminin Ah. se généralise. C'est intriguant quand même parce que il y a une dimension très féministe pour le coup dans ce doc. Et c'est vrai que le titre, c'est Si on travaillait tous et toutes gratuitement. Mais c'est très ramené, j'ai l'impression que c'est très ramené du coup à la place de la femme en société, qui est un sujet très intéressant en demeurant, mais la question n'est pas là. Mais ça raccorde pas des masses avec ce que j'imaginais du doc. Et c'est dommage que ils l'ont fait aussi sur en gros, est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'elle travaille, je me rappelle plus exactement du titre. Ah non, c'était sur le consentement, il y avait sur le consentement. Mais à un moment donné, ça parlait du coup, ça raccrochait sur le travail du sexe, et sur le fait que c'est reconnu, que ça devrait être reconnu comme du travail ou pas. Et c'est pareil, c'était que l'aspect féminin qui était abordé. Je trouve ça un petit peu dommage pour le coup, parce que c'est des éléments, là, le masculin comme le féminin ont leur place dans la discussion. Et là, notamment sur et si on travaille tous et toutes gratuitement, c'est une question qui est quand même très large. Mais bon, après, on va voir, on est à 9 minutes 52. Mais si la vidéo a envie de se lancer, Et touche de plus en plus d'hommes. eh ben, Là où c'est intéressant, Ça c'est les avance. travaux sur le digital labor qui ont repéré en fait c'est bon. des espaces de travail gratuit sur les plateformes qui sont des espaces très masculins. Il y a une sociologue du travail digital qui s'appelle Kylie Jarrett qui a écrit un très beau livre qui s'appelle The Digital Housewife. Dans son introduction, il y a un coup de nerf en fait comme ça où elle dit j'en ai marre de mes collègues qui travaillent sur le digital labor et qui sont tous en train de dire oh, mais c'est horrible ce travail gratuit qu'on est obligé de faire. Et qui finalement vient piocher dans nos valeurs, dans nos convictions, dans tout ce qui fait notre subjectivité, notre être au quotidien, etc. Et elle dit, ça vous semble nouveau finalement pour vous, parce que vous êtes des hommes blancs, des classes moyennes, cisgenres, etc. Et elle dit, for everyone else, this is business as usual. Donc elle répond en fait que ces ressorts en fait, sont en train peut-être de toucher de plus en plus de monde. Réinvestir une approche féministe de l'exploitation, c'est pas pour regarder juste l'exploitation des femmes, c'est pour comprendre que les formes d'exploitation qui se développent aujourd'hui de plus en plus et qui vont toucher aussi finalement les hommes, elles ont des ressorts qui ont été analysés finalement par les féministes. Et c'est pas juste du coup pour nous, pour y penser, il faut pas juste rajouter les femmes, comme pas mal de féministes ont dit, hein, c'est-à-dire tout d'un coup, on s'est dit, ah oui, quand on travaille sur le travail, il faut quand même qu'on rajoute les femmes. Donc on a rajouté les femmes comme travailleuses, puis on a commencé à penser les secteurs féminins du travail. Mais là, pour moi, l'enjeu, il est carrément théorique, il est presque épistémologique, il est de dire qu'il faudrait renverser l'universel, il faudrait désandrocentrer nos catégories d'analyse et il faudrait penser à partir des femmes la question du travail. Et si on arrive à faire ça, alors là, je Bon, elle répond à ma question du coup quand même. pense qu'effectivement, on va voir beaucoup de choses qui concernent les hommes et les femmes, en fait, aujourd'hui sur le marché du travail.
D'un côté, j'ai l'impression qu'il y a des victoires, des conquêtes, ne serait-ce que le fait de parler de travail domestique. Mais d'un autre côté, vous semblez plutôt parler de gratuitisation du travail. Donc en pratique, j'ai l'impression que ce travail gratuit prend de plus en plus de place. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les mesures de toutes les formes de travail gratuit. Souvent, les collègues me demandent est-ce que ça vaudrait le coup de tout mesurer, le travail bénévole, le travail tout ça, est-ce que ça aurait un sens à agréger tout ça? Vous dire, il y a plus ou moins de travail gratuit, je ne peux pas répondre là-dessus. Ce sur quoi, par contre, je peux répondre, c'est sur l'institutionnalisation de ce travail-là. Les formes de travail gratuit sur lesquelles moi j'ai travaillé, elles sont institutionnalisées d'abord sur le marché du travail. C'est-à-dire que finalement, cette idée que ça, c'est un concept qui vient des sociologues des médias et qui ont parlé à un moment donné de hope labor, donc le travail de l'espoir, avec cette idée qu'on travaillait gratuitement aujourd'hui dans l'espoir de décrocher le boulot qu'on rêve de décrocher demain. Ah, le Hope Labor, je ne savais pas que ça avait un nom, ce truc-là. Alors ça, pour le coup, dans le milieu du cinéma, c'est quelque chose qui est complètement normal, normalisé. Enfin, tu- les stages sont rémunérés, par contre. Il y a des stages rémunérés, peut-être pas tous. Quand même, ça dépend de l'âge, je pense. Ouais, j'ai pas ça en tête. Mais par contre, ouais, de commencer dans ce métier-là, que ce soit en acteur ou en technicien, vraiment, le principe est le même. Où tu vas commencer de toute façon par du court-métrage d'étudiants, puis même du court-métrage où il y a les productions, n'ont pas de sous, donc de toute façon, ils vont payer personne. Euh, mais c'est ça, hein, c'est généralement ça. Tu vas vraiment commencer au début à essayer de faire tes armes sans être payé dans l'objectif de te constituer un réseau de l'expérience pour pouvoir progressivement prétendre à des jobs rémunérés. C'est extrêmement courant. Et, mais le pire après, c'est que tu as ce truc-là, qu'on pourrait peut-être appeler, s'ils n'ont pas déjà donné un nom, le vocation labor. C'est ce qu'ils disaient juste avant, finalement. Ça serait c'est cette idée-là que, vu que tu es dans un métier de passion, tu dois pouvoir accepter, avec le sourire, hein, c'est important, puisque c'est une passion, des heures de travail très très longues et pas toujours payées, justement. Hein, ça, tout le truc des heures sup pas payées. Parce que, voilà quoi, c'est le métier qui veut ça. On est dans le cinoche, on est je sais pas quoi, etc. Ce Hope Labor est très visible dans les médias où on recourt massivement aux Voilà. stagiaires et aux blogueurs bénévoles. Maud Simonet a par exemple enquêté sur l'affaire du Huffington Post, vendue à l'entreprise AOL en 2011 pour 315 millions de dollars. Alors ça, c'est une dinguerie par contre, parce que quand même dans le cinéma, enfin, quand tu es sur un tournage, non, quand même là où tu peux te faire bien avoir, c'est les heures sup non payées en effet. Hein. Mais t'es quand même, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est horrible d'en arriver à utiliser ça comme argument, mais au moins, quand même, t'es payé. En général, par expérience, moi j'ai vu que généralement, tu as plus de débordements sur les films français qui ont moins de sous, qui sont faits un peu plus à l'arrache, souvent hein, que les films américains où ça reste un peu plus carré à ce niveau-là, en général, mais t'es payé. Alors que ça, c'est un truc qui... Voilà, quand t'es bénévole dans le cinéma, c'est que t'es sur un court-métrage en vrai. Hein. T'es sur un court-métrage qui a pas de budget. Donc bon, t'as juste les sous pour la base de la base de la base. Et donc les gens viennent un peu en connaissance de cause, mais tu as même un acteur connu et qui va venir gratos. Enfin bon, t'as tout ce truc-là, quoi. Ça, c'est un truc qui me rend fou, en fait. J'arrive pas à y croire que dans les métiers, dans les secteurs des médias, dans des médias, des papiers comme là, le Huffington Post, qui sont en train de citer a priori, mais des papiers vraiment connus, qui ont vraiment beaucoup de sous, et de passer régulièrement par des stagiaires ou des gens qui vont pas rémunérer. Ça me dépasse complètement. Des blogueurs qui avaient contribué gratuitement au journal en ligne ont alors fait grève pour demander à recevoir une partie du profit réalisé. Quelle honte. La mobilisation s'éteindra sous Quelle la forme de la grève et va indignité. reprendre de l'autre côté des États-Unis sous une forme de procès, de class action. Il y a peut-être une petite centaine de salariés au Huffington Post et ils ne sont pas tous journalistes, mais le journal fonctionne par plus de 9000 blogueurs bénévoles, donc qui postent finalement des articles sur le site. Mais en fait, les 5 qui ont porté plainte, ils font partie de ceux qui ont le plus écrit. C'est des gens qui n'ont pas écrit 1 ou 2 articles, c'est des gens qui ont écrit 200, 300, 400 articles pour le Huffington Post et qui, quand ils ont vu finalement cette appropriation, alors là pour le coup assez capitaliste, hein, C'est super énervé comme appropriation. Mais ça joue, parce que c'est ta vocation, et puis en plus il y a de la visibilité, quoi. T'es vu, ton nom est là, etc. Donc... de leur travail gratuit, on dit stop, moi j'ai pas écrit ces articles
pour que Arianna Huffington vende à AOL à 315 millions de dollars. Donc ils ont dénoncé ça. Et en même temps, moi j'ai eu quelque chose que je prends un peu comme une leçon en fait dans mon travail de sociologue. Je suis à New York en train d'interroger, donc 4 ou 5 ans plus tard, un de ces blogueurs, donc un des 5 qui a mis son nom. Il dit par contre, c'est marrant, quand j'étais en plein procès contre eux, le matin j'étais au procès, l'après-midi j'ai posté un article sur le site du Huffington Post. Et en fait, ils ont laissé mon article. Et je lui dis, mais c'est quand même dingue que vous ayez posté un article alors que vous étiez en train de les attaquer explicitement pour exploitation, etc. Et il me dit, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'avais quelque chose à dire politiquement. Et c'était là que je voulais le dire. C'était aussi, et c'était encore mon journal. Et en fait, je pense que cette ambiguïté-là, ou cette ambivalence-là, c'est vraiment même ambivalence, elle est au cœur de ces enjeux de travail gratuit. Cette banalisation du travail gratuit ne s'observe pas seulement dans le secteur privé. Maud Simonet fait aussi Le verre d'eau s'est rempli. le constat de ce qu'elle appelle la gratuitisation du travail dans les services publics. Avec le sociologue américain John Krinsky, elle a enquêté sur un exemple très parlant, les parcs de New York. Le nombre de fonctionnaires municipaux chargés de leur entretien est passé de plus de 7000 dans les années 70 Ça tasse en porcelaine et à le un peu stress. moins de 2000 à la fin du XXe siècle. Et pour cause, la grande majorité d'entre eux ont été remplacés par différents types de travailleurs gratuits. Ah ouais, putain. D'un côté, des milliers de bénévoles, donc des armées de bénévoles qui arrivent, en grande partie mobilisés par la ville, qui va monter un partenariat public-privé avec une grande fondation pour susciter, soutenir, développer, encourager le bénévolat dans la ville. Et ça va fonctionner, il va y avoir de plus en plus de bénévolat dans les différents parcs de la ville. Incroyable. Et de l'autre côté, une autre catégorie de travailleurs qui sont les allocataires de l'aide sociale, contraints de donner des heures de Ah travail ouais. non rémunérées si elles veulent, ou si ils ou elles Maintenir leurs veulent allocations. conserver leur allocation d'aide sociale. Très tôt dans notre enquête avec Krinsky, on rencontre un haut fonctionnaire de la ville de New York. Il nous explique que dans les années 80-90, la ville de New York a été mise en concurrence avec une entreprise privée pour voir si ce ne serait pas plus rentable de déléguer le travail de nettoyage des parcs au privé. Et donc, on met en concurrence la manière dont la municipalité opère le nettoyage et puis une entreprise privée. Et il nous dit très fier que la ville de New York a gagné contre l'entreprise privée. Et il rajoute cette petite phrase « We have something corporations don't have, free labor ». Quelle Nous avons angoisse. quelque chose que les entreprises n'ont pas, du travail gratuit. On n'est pas dans un cas classique de privatisation du service public comme beaucoup de mes collègues ont étudié et qui évidemment, je ne remets pas du tout en cause. On a ces enjeux-là aujourd'hui dans le service public. Mais nous, on a un État, enfin en tout cas un État municipal, en tout cas une ville, qui garde la main en réalité contre le privé. Donc c'est toujours pas privatisé aujourd'hui l'entretien des parcs de la ville de New York, mais la municipalité de New York garde la main par la gratuitisation de son travail. C'est chaud. On est face à ce que, finalement, à une forme de néolibéralisation, parce qu'il y a des enjeux très très forts sur les transformations de ce travail-là. On voit des attaques contre le syndicat, des attaques finalement contre tout ce qui permettait de protéger finalement les travailleurs, mais tout ça ne s'opère pas du tout par l'arrivée d'entreprises privées, une logique gestionnaire, un discours sur l'entreprise, la rationalité, la rentabilité. Ça arrive finalement par un discours sur la citoyenneté. Cette citoyenneté que d'un côté les bénévoles viennent montrer finalement, en allant nettoyer les parcs en mauvais état en bas de chez eux, et une citoyenneté qu'on demande aux allocataires de l'aide sociale de prouver. On est vraiment dans ce registre de viens nous démontrer que tu mérites encore de toucher tes allocations, donc en allant faire ces heures. Donc montre-nous que tu es encore un citoyen ou une citoyenne en allant faire ces heures de travail gratuit dans les parcs. Contrairement aux États-Unis, la France n'oblige pas les allocataires de l'aide sociale à travailler, mais le travail gratuit se généralise quand même au travers de politiques publiques qui favorisent le recours au stage ou au service civique pour les jeunes. Le service civique, c'est un statut donc en dehors complètement du droit du travail qui s'est construit donc sous plusieurs étapes. Mais après, il y a d'autres il y a d'autres obligations pour les allocataires, mais j'avoue que je les connais pas. Mais il y a d'autres obligations quand même, je crois. Sur le, il n'y a pas un truc, je crois, sur le nombre d'entretiens d'embauche que tu peux, que tu as le droit de refuser ou je sais pas quoi pour conserver des allocs. Je crois qu'il y a un truc là-dessus, mais j'ai pas envie de dire de conneries en fait. Chose intéressante, au départ concernait surtout le monde associatif, aujourd'hui est élargi au service public. Donc voilà encore un exemple d'institutionnalisation. On voit bien comment en fait on a finalement de plein de manières différentes des formes d'institutionnalisation de ces formes de travail qui font que du coup ça crée plein de zones grises sur le marché du travail où on sait qu'on est bénévole aujourd'hui mais qu'on sera peut-être service civique demain et peut-être un stagiaire un peu payé après-demain et peut-être après-demain. Enfin, on aura un vrai emploi. Cadre, PDG,
actionnaire, À un moment, je me suis demandé si riche. ça allait pas trop loin, si j'allais pas finir par avoir du travail gratuit absolument partout. Et en fait, c'est pas ça la bonne question. Il s'agit pas de savoir si quelque chose, oui ou non, est du travail gratuit, mais plutôt de voir ce qui se passe quand on chausse ses lunettes du travail. Si je considère qu'une activité est du travail gratuit, On peut chausser des lunettes. Je savais pas. alors je peux me demander si l'État ou le marché, par exemple, l'exploite. Parce que c'est pas la gratuité d'un acte en soi qui pose problème, c'est le fait que quelqu'un d'autre se l'approprie. Et bim, elle ferme son ordinateur de manière très solennelle. Pour Comme aller à plus chaque loin, fin les d'épisode. sources sont en description, et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. Eh ouais. Oui, c'est intéressant pour éviter de se faire exploiter et pas culpabiliser sur un travail gratuit qu'on fait de manière philanthropique, désintéressée. Mais si on se rend compte qu'on nous exploite ou qu'on fait de l'argent sur notre dos, c'est pas une raison pour se laisser faire. Je suis assez d'accord, mais bon, du coup, il n'y a pas le. C'est dommage parce que en fait, ils ont abordé légèrement à un moment donné, il parlait du blogueur chez lui ou de choses comme ça. Ils n'ont pas plus creusé l'idée de qu'est-ce que c'est du travail dans le sens où quand tu es chez toi et si t'es pas encore. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la production d'argent, au fait que ça génère de l'argent, euh, qui, euh, qui soit considéré ou non comme du travail. Mais ça reste toujours intéressant. De toute façon, c'est un format qui est très court. Là, en plus, il fait même pas 19 minutes, parce que souvent, il fait 24. Donc, encore une fois, moi, je vois souvent ce format-là comme euh, voilà, une petite découverte, enfin, une incitation presque à aller creuser un peu plus le sujet. Trop cool, super format. Bah voilà une manière de commencer la journée tranquillement avec Arte. Et puis c'est tout. Et ben, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Je fais des bisous, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine petite réaction de documentaire. Ciao.